On y va. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin. J'ai l'immense plaisir d'entamer ce webinaire sur ce thème, agir pour la mixité. Ce webinaire a été développé et conçu avec toute l'équipe qui partage le groupe de travail diversité, vecteur de compétitivité. Donc merci à tous. Et on va faire un webinaire qui va être assez bref, maximum 1 heure, parce qu'autrement c'est très difficile de suivre. Mais on va essayer de vous donner le plus de renseignements possibles pour que notre industrie évolue dans cette direction de diversité. Alors l'objectif du groupe de travail il est assez facile, hein, c'est faire avancer les sujets de diversité sans contrainte pour les sociétés de gestion. Et donc pour ça, on veut être suffisamment incitatif pour nous faire évoluer et puis démontrer à tout le monde qu'on n'a pas besoin de contraintes externes pour arriver à des situations qui sont bonnes. Alors, cette évolution, elle a déjà débuté. On a envoyé un questionnaire l'année dernière, on en renverra un cette année. On a bien vu qu'il y avait une différence entre les générations, que la situation était en train de s'améliorer à toute vitesse, et que d'abord, elle n'était pas si mauvaise à la base. Ça, c'est le premier point. On a 2 axes de travail sur ce séminaire, sur ce groupe de travail, pardon, et ce webinaire en fait partie. Le premier, c'est de donner des outils qui soient faciles à utiliser, qui permettent d'établir un diagnostic, qui permettent de voir la sensibilité des collaborateurs au sujet, et puis qui permettent aussi de faire prendre conscience de l'impact des diversités sur la qualité du travail et donc sur la compétitivité de l'entreprise. Le deuxième axe de travail, c'est aussi faire partager l'expérience de certains, parce que c'est vrai que les grandes sociétés ont mis en place des outils il y a déjà pas mal de temps. Elles sont souvent filiales de groupes d'assurance ou bancaires, et elles travaillent sur ces sujets depuis un certain nombre d'années. Donc comment faire profiter aux sociétés qui n'ont pas forcément les mêmes ressources de cette expérience de cela. Donc c'est le thème du webinaire ce matin, et on l'a divisé en 2 parties. La première partie, ce sont des fiches techniques. Ces fiches techniques, ce sont des outils qu'on va vous fournir, qui seront disponibles sur le site de l'AFG, qui seront enrichis au fur et à mesure. Il y en a 3 ce matin, qui sont d'abord comprendre l'importance dans les instances de gouvernance de cette mixité. Ensuite, il y a, comme on est parti du constat qu'on ne peut pas favoriser uniquement dans l'entreprise cette mixité, mais qu'il faut plus d'action et un meilleur équilibre vie pro et vie perso. Là aussi, comment faire pour arriver, tout en améliorant la compétitivité de la société de gestion. C'est ça qui est derrière notre leitmotiv. Et ensuite, le calcul de l'index professionnel, qui concerne de plus en plus de sociétés, puisque c'est descendu de 250 salariés à 50, mais qui est aussi un bel outil pour tout le monde, même si on n'a pas l'obligation de publier, pour faire un constat et regarder où on en est. Donc la première partie, des outils, des fiches techniques, les 3 premières aujourd'hui sont annoncées, elles seront enrichies, il y aura d'autres thématiques qui viendront comme dans un classeur s'incrémenter. La deuxième partie du webinaire, ce seront des testimoniaux, donc du partage d'expérience. Et là, je vous invite tous à poser toutes les questions possibles pour que ce soit vraiment efficace. Et puis, on a la chance d'avoir la vice-présidente de l'AFG, Mirella Agache, qui est la CEO de Groupama Asset Management, qui viendra conclure ce webinaire. Alors, pourquoi une conclusion par une vice-présidente de l'AFG? D'abord parce que ça montre l'implication de l'AFG sur ces sujets ESG. Nous sommes leaders sur ces sujets et nous voulons vraiment le rester. Nous voulons vraiment démontrer, et en France, et plus qu'en France, une capacité d'entraînement sur ces sujets. Le groupe de travail a été créé pour ça. Le E est effectivement assez préempté. Le S et le G, sociétal et gouvernance, nous paraissaient un peu laissés de côté quand on a créé ce groupe de travail. Donc on a beaucoup insisté là-dessus. Et puis
Mirella est la preuve vivante que des femmes accèdent, et il y en a de plus en plus d'ailleurs, à la direction des sociétés de gestion, et pas les plus petites, mais vous avez sans doute lu la presse. Donc il est l'heure pour moi de passer la parole à Claire, Claire Gomard, qui est chez Apicap et qui va nous parler de l'importance de la mixité dans les instances de gouvernance. Claire, la parole est à toi. Merci beaucoup Dominique. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là et donc d'avoir préparé cette petite fiche technique donc avec également Christelle Isambard et donc Dominique. Je vais commencer pour ma part en fait par vous donner deux constats avant de vous présenter rapidement ce que je fais. En fait, le premier constat, il a été prouvé en fait que les directions mixtes sont bien plus performantes avec des chiffres. Parce qu'elles améliorent, en fait, donc, 3 chiffres intéressants, de 9 points de pourcentage le taux de rétention de la clientèle. Elles améliorent de 8 points de pourcentage le taux de rétention des employés. Et par ailleurs, elles améliorent la marge d'EBIT de 1,6 points de pourcentage quand vous augmentez la mixité au sein des comités exécutifs de 10%. Donc ça, c'est 3 chiffres qui nous semblent très importants et qui viennent d'études donc académiques, d'études empiriques, et notamment d'une étude qui a été réalisée par le groupe Sodexo sur plus de 50 000 responsables au sein d'une centaine d'entités du groupe et sur la durée, puisque l'étude a été faite sur une période de 5 ans. Donc avec la prise de data à l'entrée et à la sortie, en faisant progresser les chiffres de mixité. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de se dire que cette étude a dit qu'en deçà de 30% pour un genre, ce genre n'est pas réellement entendu. Et qu'atteindre 40% pour chaque genre permettrait en fait une mise en œuvre optimale des bienfaits de la mixité. Donc, fort de ces constats, de ce premier constat, en fait, donc ce sont des chiffres intéressants à atteindre. Deuxième constat, et c'est cela qui nous a permis chez Apicap de lancer cette initiative, c'est que, donc là je me permets de parler par rapport aux fonds de private equity et notamment aux PME et ETI. Aujourd'hui, 15% des PME sont dirigées par des femmes en tant que DG, PDG, qui paraît faible au regard des graduates de grandes écoles. 50% sont des femmes pour les écoles de commerce et 30%, au moins 30% sont des femmes pour les écoles d'ingénieurs. Et quand vous regardez ces 15%, donc on devrait être au-dessus, ces 15% ne représentent que 3% des opérations de private equity. Donc les sociétés sous LBO dirigées par des femmes. Aujourd'hui, le vivier est autour de 100 parmi 4000. C'est vraiment très très peu. On aurait pu s'atteindre à 12%, 17%, mais pas 3%. Et si nous regardons donc, au niveau des banques, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, au niveau mondial, vous avez 2% des banques qui sont dirigées par des femmes. Et aujourd'hui, au sein des fonds d'investissement, elles représentent ces dirigeants de 10%. Donc ça, c'est pour vous donner quelques chiffres supplémentaires. Donc, fort de ces deux constats, donc un marché performant via une mixité et par ailleurs sous-adressé, c'est l'explication du lancement de ce fonds Women Leadership Capital par la société de gestion Apicap. Mais c'est également une initiative qui a été prise par beaucoup d'autres maisons, puisque vous avez des fonds cotés dédiés donc, à la mixité et à faire émerger des femmes, ou en tout cas avoir des comex mixtes en genre. Je vais vous en citer quelques-unes, notamment Goldman Sachs avec Launch with JS, qui a investi 500 millions de dollars de son balance sheet à destination des sociétés dirigées par des femmes au niveau mondial. Vous avez également le fonds Mirova Women Leaders Equity du groupe Natixis qui a lancé un fonds coté sur le sujet. Et vous avez également des fonds privés, donc des fonds de private equity qui ont ce même genre d'initiative, notamment le dernier en date d'une certaine taille, c'est la CDPQ, donc la Caisse des dépôts de placement du Québec. Et puis vous en avez d'autres aussi en Europe, notamment en Belgique, en Hollande, en Angleterre et dans les pays de l'Est. Donc c'est intéressant de voir que ces initiatives ont été lancées, ce qui prouve bien que la mixité a été un réel levier important en matière de performance financière et extra-financière. Et on peut se dire que si c'est le cas pour des sociétés cibles, ça devrait être également valable pour nos sociétés de gestion. Je voulais vous informer aussi que donc, nous
nous échangeons fréquemment donc, avec ces différents acteurs, avec les investisseurs notamment au sein du 30% Club Investors Group, qui a des initiatives au niveau national aussi en France, qui lance voilà, des groupes de travaux sur ce sujet pour partager nos best practices à ce stade. Et puis, bon, vous avez bien sûr vu les lois qui ont été votées ou en cours, notamment en Allemagne, hein, l'Allemagne qui a imposé cette représentation des femmes au COMEX des sociétés cotées de 30% et la France qui est en réflexion, notamment avec un projet de loi. Donc, voilà, toutes les parties prenantes, en tout cas, sont en cours de mise en œuvre, en tout cas mettre les moyens pour que nous atteignions ces objectifs de mixité et d'atteindre au moins 30%. Merci beaucoup, donc Juba, pour avoir passé la slide suivante. L'objectif là, c'est de pouvoir peut-être vous mettre en avant un peu en vrac les bénéfices de la mixité dans les faits dans vos sociétés et commencer par peut-être une petite description sur les genres féminins et masculins pour vous informer qu'en fait ces genres ont des spécificités intrinsèques et qui ensemble permettent voilà, sont source de richesse pour de meilleures prises de décision. Alors sans vouloir faire de stéréotypes, d'ailleurs l'objectif c'est de pouvoir mettre en avant deux, trois sensibilités féminines et deux, trois sensibilités du genre masculin. Donc au niveau du genre féminin, la considération portée aux autres est peut-être un petit peu plus importante. Il en est de même pour l'empathie et la capacité à se mettre à la place d'autrui, peut-être qui permet également une meilleure compréhension de l'environnement de décision et d'embarquer aussi surtout les collaborateurs dans un collectif décideur. Ça, c'est un point qui a été beaucoup bien mis en avant. Et puis, par ailleurs, une gestion peut-être un peu plus prudente et rigoureuse avec une vision plutôt long terme et une aversion au risque, alors que donc, le genre féminin serait peut-être plus offensif dans ses choix, et ce qui n'est pas un problème en soi, sauf que quand ils n'ont pas conscience de ce biais vers le risque, cette tendance s'accroît sous l'effet du stress et il peut parfois être moins bien maîtrisé. Pour reprendre une réflexion de Madame Christine Lagarde sur Lehman Brothers, qui, si la direction avait été peut-être un peu plus mixte en genre, le nomme Lehman Sisters, la situation n'aurait peut-être pas été la même puisqu'on aurait réduit le risque de pensée unique. On voit également notamment les retours des fonds de hedge qui ont une mixité satisfaisante dans leur direction et qui font un petit peu mieux en termes de performance financière en ces temps de crise sanitaire. Donc ça, c'est un petit descriptif sur les genres et de fait donc, de dire que les femmes ont sûrement un rôle à jouer dans l'évolution des organisations, réduire peut-être la compétition et aller vers un monde qui active les bénéfices de l'intelligence collective. En tout cas, ce que nous disons, ce n'est pas que les femmes sont de meilleures gérantes, pas du tout. Ce que l'on dit, c'est que le comportement face au risque est différent et que le leadership féminin apporte peut-être un peu plus d'empathie, de collectif et de considération. Si nous allons à la slide suivante, ce qu'on voulait mettre en avant, et ensuite ce sera ma dernière slide, c'était peut-être les 5 bénéfices concrètement de la féminisation de la gouvernance des sociétés de gestion, à savoir donc au niveau du management, du conseil d'administration et ou de l'actionnariat, essayer d'avoir un petit peu plus d'équilibre et essayer d'atteindre 30% pour le genre le moins représenté qui, en général, est plutôt le genre féminin. Les bénéfices seraient donc de 5. Donc le premier bénéfice, c'est peut-être d'améliorer en tout cas ou essayer d'aller un peu plus loin dans la capacité à capter ou retenir des talents, peut-être en décelant plus tôt des incompréhensions, des déceptions de juniors des départs. Donc avoir des capteurs un peu plus élargi pour essayer de faire grandir ce pool et ces talents. Deuxième chose, c'est peut-être un travail sur les équipes et la productivité. Le fait d'être que des hommes ou que des femmes, on se retrouve souvent dans un climat un petit peu de compétition et le fait d'apporter de la mixité permet sûrement de réduire cette compétition et de travailler ensemble, en tout cas faire passer des messages différemment.
Le troisième sujet est la satisfaction client qui est quand même clé, client vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des équipes dirigeantes des sociétés cibles. Peut-être le fait d'être différent, on est plus propice à remettre en question des méthodologies et une manière de faire avec ses parties prenantes, que ce soit en matière de contenu ou de format. Et d'être ensemble, ça favorise très certainement l'identification des failles et des faiblesses de l'existant et de travailler donc sur ces sujets afin de s'améliorer. En tout cas, on s'en parle et on itère, c'est un sujet très important. Le bénéfice 4, identifié donc avec Christelle et Dominique, était peut-être de créer des environnements qui créent un débat sur les objectifs, alors objectifs court, moyen et long terme, et sur les arbitrages en termes de temps et de moyens. Est-ce qu'on privilégie le bénéfice court terme, en tout cas le résultat net, pour montrer une rentabilité au-dessus des benchmarks du marché et le versement de dividendes aux actionnaires, ou est-ce que l'on privilégie peut-être un investissement dans les équipes avec un petit peu plus de transparence, une formation importante à tous les niveaux pour faire progresser les collaborateurs et créer surtout un environnement, un collectif pour construire une équipe équilibrée et mettre en œuvre cette intelligence collective à long terme. Il y a tous des sujets vraiment intéressants à débattre au sein du COMEX et avec le conseil d'administration. Et puis, le dernier bénéfice, c'était surtout sur l'image de marque, la diversité qui permet d'améliorer l'image de marque de la société de gestion, avec pour ambition donc l'équilibre et non simplement la féminisation, mais réellement montrer un équilibre, montrer un visage mixte qui permet souvent de sensibiliser les cœurs. Voilà, donc c'était la petite fiche que nous souhaitions vous montrer ce matin. Merci beaucoup et je vais passer la parole au prochain observateur. Merci beaucoup Claire. Bonjour à tous. Alors je suis Grégory Leget, je fais partie des équipes ressources humaines, communication, transformation d'AXA Investment Manager et aujourd'hui je vais vous parler au nom du groupe de la thématique équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Si on peut passer au slide qui suit. Alors l'idée c'est pas de vous détailler les fiches, hein, mais plutôt de balayer de manière high level les grandes lignes au travers des enjeux d'une part, des bénéfices d'autre part, et ensuite on vous proposera quelques éléments plus opérationnels et pragmatiques dans les quelques minutes qui viennent, et pour vous donner évidemment l'envie d'aller consulter avec plus de détails les fiches. Premier élément sur la partie gauche, sur la thématique de l'équilibre vie professionnelle et personnelle, l'enjeu qu'elle constitue. Donc le premier point, c'est un enjeu de management de la diversité, c'est-à-dire derrière la prise en compte des singularités de chacun, l'origine, l'âge, la situation de handicap par exemple, la famille et le sexe. Donc vous voyez bien que en disant ça déjà, on va au-delà de la thématique du genre, bien que ce soit évidemment le sujet qui nous réunit en tout cas aujourd'hui. C'est un élément de management des diversités. Dans un second temps, c'est aussi un enjeu d'égalité professionnelle et qui va contribuer à réduire les inégalités encore présentes entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, si je prends la thématique du télétravail, le fait que cette modalité d'organisation du travail permette une redistribution différente chez les parents de la manière dont on gère la famille et les enfants, pour ne citer qu'un exemple. Dernier point ici, c'est un enjeu de qualité de vie au travail, c'est-à-dire que c'est un enjeu de bien-être et de mieux-être en entreprise. Donc une fois qu'on a ces trois grands enjeux, hein, on voit bien que développer l'opportunité de favoriser cet équilibre, ça peut devenir un avantage concurrentiel durable. Donc c'est bien un enjeu de compétitivité dans ce sens-là. Sur la partie droite, des bénéfices pour tous, hein, pour toutes les parties prenantes. Dans un premier temps, une réduction de l'absentéisme, hein, en gérant différemment l'équilibre ou l'harmonie, on entend ce mot qui arrive, l'harmonisation de l'équilibre professionnel et personnel. On arrive à une gestion différente de rendez-vous médicaux, par exemple, de la gestion des
des congés pour enfants malades, de démarches administratives, de problèmes de transport, par exemple. Donc, il y a une réduction de l'absentéisme qui peut se voir au travers de ça. On limite aussi, ça c'est extrêmement important, les limites liées au présentéisme. Éviter les horaires à rallonge qui peuvent créer aussi des problèmes de concentration et donc, in fine, d'efficacité. On augmente globalement l'engagement, la satisfaction des salariés, hein, donc c'est-à-dire par exemple plus de motivation, plus d'efficacité, de productivité, une volonté de prendre plus d'initiatives, de loyauté, développer de l'autonomie. On facilite le retour à l'emploi après une longue absence, c'est-à-dire après par exemple une maladie, mais aussi un congé maternité, pour ne prendre que ces deux exemples. On améliore les conditions de vie au travail en limitant le stress au travail, le stress lié au transport par exemple, si je reprends ma thématique télétravail. C'est bien entendu, et Claire en parlait aussi, hein, et vous verrez que c'est au travers de, c'est central, hein, au travers de ce qu'on vous présente aujourd'hui, des capacités d'attraction et de rétention des talents plus importantes. Et enfin, le chapeau plus haut de tout ça, la marque employeur ou la réputation, en véhiculant en l'occurrence des valeurs plus humaines ou citoyennes, par exemple. Donc là, l'idée, c'était de cerner ces enjeux et ces bénéfices, et je vais vous proposer dans le slide suivant, s'il vous plaît, quelques éléments un peu plus pragmatiques, on va dire, et opérationnels de ce qu'on peut mettre en œuvre. Donc, favoriser l'équilibre vie pro-perso peut passer par l'aménagement des temps de travail, comme par exemple l'instauration de plages horaires, entre autres, le recours au temps partiel pour les hommes, pour les femmes, hein, pour l'ensemble des talents de l'organisation. On peut adopter une charte des temps, donc pas de réunion par exemple avant telle heure ou après telle heure. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais on donne des cadres qui donnent des latitudes de fonctionnement et d'organisation plus autonomes. On peut privilégier les réunions à distance. Alors, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu hein, cette année. On voit bien que ça marche aussi. Hein, donc, ça nous permet d'opérer notre vie professionnelle différemment. On peut aussi limiter nos déplacements. On peut favoriser le télétravail. Hein, donc, il reste quand même un élément central dans des politiques autour de l'équilibre vie pro et perso. Mais vous voyez bien que là, c'est un élément, ce n'est pas le seul et l'unique. On peut accompagner au retour à l'activité, hein, c'est ce qu'on mentionnait juste avant dans les bénéfices, après la parentalité, après la maladie, un congé sabbatique hein, par exemple. On peut aussi former les managers, ça c'est extrêmement important, au mode d'articulation vie privée et vie professionnelle, au management à distance aussi, hein, qui va derrière, mais c'est surtout comprendre pourquoi cet axe d'équilibre est important pour les salariés et aussi pour la performance de l'organisation. On peut bien entendu communiquer sur les stéréotypes de genre, encore une fois, sur le thème qui nous amène aujourd'hui, mais pas que, et sur la thématique du présentéisme. Proposer des CESU, des places en crèche, parce que Marine aura l'occasion de revenir dessus après. Et enfin, sonder régulièrement les salariés, demander du feedback. Et c'est intéressant, quand Dominique évoquait au début les questionnaires, le questionnaire de l'AFG, par exemple, c'est un moment pour se poser une fois les questions, pour comprendre où on en est, mais après, de manière itérative, demander régulièrement aussi le feedback des salariés sur toutes ces thématiques de diversité et du genre en particulier. Dernier point tout en bas, on ne le détaille pas là, mais dans les fiches, vous retrouvez également des éléments qui fixent aussi le cadre légal. Donc voilà, une liste non exhaustive, peut-être que vous avez déjà certaines modalités en place, mais l'idée, bien entendu, c'était de rebalayer le sujet dans ces grandes lignes. Je vais passer la parole à Stéphane. Merci Grégoire, bonjour. Moi je vais vous présenter la fiche calcul et son index d'égalité professionnelle. Si tu veux passer sur la page suivante, Juba, s'il te plaît. D'abord quelques mots sur le contexte général.
Premier point, c'est l'égalité homme-femme est le 5e objectif de développement durable des Nations Unies. Vous savez c'est un des points importants, et surtout ça a été considéré comme une grande cause du quinquennat. Donc c'est un élément important qui a donné lieu à une juridiction et une législation assez importante. En particulier, il y a eu la création de l'indice égalité femmes-hommes, qui est donc l'objet de cette fiche. Je voudrais d'abord revenir sur les enjeux purement juridiques et réglementaires. La publication de cet index est obligatoire pour les sociétés d'une certaine taille. C'est pas uniquement une question d'information, c'est-à-dire de publication de l'index. Les entreprises qui ont un niveau qui est insuffisant doivent aussi mettre en place des mesures correctives. C'est imposé par les dispositions de la loi, et donc elles doivent changer les points sur lesquels il y a des manquements. Si ce n'est pas fait, cela peut entraîner des pénalités. Donc il y a vraiment un instrument juridique qui est assez fort et contraignant. Donc c'est un sujet dont il faut absolument s'emparer. Ça a été dit précédemment, pour les sociétés de petite taille qui ne sont pas tenues de publier cet indice, il est néanmoins intéressant de suivre la méthodologie et de regarder quels sont les points importants qu'il faut souligner, parce que c'est quand même un indice de gestion des ressources humaines qui est tout à fait pertinent et utile. Au-delà de ces contraintes purement légales, donc obligatoires, il y a un certain nombre d'avantages sur la mixité homme-femme. C'est le doing good in doing well, l'idée que la diversité, en fait, améliore la productivité des organisations. C'est vrai d'ailleurs pour la diversité homme-femme, mais pour les autres formes de diversité. Claire et Grégory en ont déjà parlé sur la fiche que vous allez recevoir. Nous avons créé une typologie. En fait, il y a une recherche académique assez fournie sur le sujet. Donc, il y a une typologie de tous les points sur lesquels la diversité améliore le fonctionnement d'une entreprise ou d'une association. Donc il y a l'aspect juridique qui est indubitable, qui est incontestable, mais ne pas oublier l'aspect productivité et amélioration qui là aussi justifie cet indice. Si je passe maintenant au calcul de l'indice en page suivante, c'est une agrégation d'un certain nombre d'indicateurs. Donc vous avez une note sur 100. Et il y a un certain nombre de critères qui sont des critères d'abord de niveau. Par exemple, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes à poste et âge comparable. Vous avez aussi des critères en termes d'amélioration, les augmentations individuelles, les promotions. Ce n'est pas uniquement une question salariale, il y a aussi, vous le voyez, des niveaux de qualification et des promotions. Ce qui est important de souligner, je pense, c'est que tous ces indicateurs, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais tous ces indicateurs ne sont pas linéaires. Je vais prendre un exemple. Si une femme revient de congé de maternité, elle doit être augmentée au même titre que les autres employés. Si vous avez 10 femmes qui rentrent de congé de maternité, vous avez oublié d'en augmenter une, l'indicateur est à 0. Donc vous voyez, il y a des non-linéarités, il y a des subtilités dans le calcul de l'index qu'il faut absolument intégrer, qui là aussi sont détaillées dans la fiche. Mais je vous encourage fortement à regarder un petit peu dans les détails, parce que ce genre de subtilité peut avoir un impact très important sur la note finale. Et il y a eu des mauvaises surprises dans certaines sociétés de gestion avec des gens qui avaient l'impression de tout faire bien et qui ne le faisaient pas malheureusement. Dernier point, là aussi pour vous faciliter la vie, vous avez en bas de la page que vous voyez un lien avec le ministère du Travail qui met à disposition une méthodologie
un fichier Excel à remplir. Là aussi, on a fait du travail pour essayer de vous aider, de faciliter le recueil d'informations. C'est très carré, c'est très bien fait. Après, évidemment, il faut remplir les dispositions, mais je pense que ces aides techniques sont tout à fait utiles parce qu'elles vous permettent de calculer un indice de manière assez rapide. Voilà. Voilà pour les présentations de la fiche. Une fois de plus, je ne suis pas rentré dans tous les détails, vous les avez sur la fiche, et vous avez aussi des liens sur des sources plus fournies qui vous permettront d'approfondir, et pour les gens qui sont en ressources humaines, pouvoir mettre en place concrètement cet indicateur qui, je le rappelle, est obligatoire, une fois de plus. Voilà, merci pour votre temps. Je passe la parole à l'intervenant suivant maintenant. Donc, en attendant les testimoniaux, je voudrais revenir rapidement sur ces fiches. C'est le départ, je le répète. Ces fiches vont être enrichies. Vous les trouverez sur le site de l'AFG. Et on va mettre aussi plus d'outils. Donc, creuser cela et mettre plus d'outils. Donc, je vous incite vraiment à venir voir et faire votre marché afin d'arriver à faire évoluer vos sociétés sans contrainte sur ces sujets. Grégory, c'est à toi pour le premier testimonial. Merci Dominique, donc rebonjour à tous. Donc moi je voulais vous parler de l'initiative de Smart Working, Flex Working, New Ways of Working, hein, il y a plusieurs mots, mais pour bien situer le sujet qu'on est en train de mettre en place et de déployer chez AXA et chez AXA Investment Manager, et qui vient entre autres supporter les sujets d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Donc c'était tout à fait raccord à la fiche technique précédente, et donc intéressant de le partager avec vous aujourd'hui. Donc peu importe le nom qu'on donne au smart working, hein, c'est le nom qu'on utilise, l'intention première, c'est de permettre une plus grande flexibilité dans l'organisation des salariés, des hommes et des femmes de l'organisation, afin de leur permettre de favoriser leur équilibre vie professionnelle et personnelle, tout en permettant de collaborer de manière plus innovante qu'avant et de manière différente. Donc, un des axes principaux est bien la thématique de l'équilibre pro-perso. On peut définir le smart working en disant qu'il s'agit d'un ensemble de pratiques qui ajoutent une plus grande flexibilité aux méthodes de travail. Et ces pratiques reposent sur un triptyque, sur trois éléments. Le lieu du travail, le bureau en particulier, et la manière dont on organise les bureaux, les espaces. Deuxième, la technologie. Et le troisième élément, le leadership, l'interaction, la collaboration, qui est la partie plus comportementale, on va dire, hein, de ce triptyque. Et tout ça permet, bien entendu, de choisir quand ou comment chacun va réaliser son activité et délivrer ses objectifs. J'insiste bien sur le delivery des objectifs. En ce qui concerne les espaces, l'idée c'est de se dire et de comprendre que derrière, à chaque moment de la journée, on a besoin d'une interaction différente, et donc on a des lieux et des espaces différents au bureau. Donc on s'écarte de l'idée d'avoir un bureau fixe, comme vous l'avez compris, et on passe à une modulation de l'espace différente qui nous permet soit d'échanger, soit de se concentrer, soit de collaborer, soit de créer, etc. Donc des moments, on va dire, cognitifs et d'échanges différents. La maison devient ici un lieu de travail aussi. C'est là où on introduit l'idée de télétravail, et j'obtiens en tout du coup plus un environnement plus large pour organiser mon activité, plus d'options pour organiser mon travail. Le deuxième pilier, c'est la technologie. Alors sans entrer trop de détails, parce qu'elle n'est pas directement connectée à notre thématique, mais l'idée c'est que la technologie agit comme une infrastructure ici, et permet de garder, de conserver, d'améliorer les liens entre les salariés quand ils ne sont pas physiquement ensemble. Le troisième point, leadership, empowerment, interaction, collaboration, c'est la partie plus comportementale de ce triptyque. Et là, c'est la manière dont on interagit, dont on coopère,
Et c'est surtout derrière l'état d'esprit selon lequel c'est bien la contribution à l'organisation et à ce qu'on fait qui prime plutôt que la présence. Donc on adresse la thématique du présentéisme. Et vous voyez bien qu'on recolle à tous les objectifs dont on a parlé précédemment. Au-delà de ces 3 piliers, en fait, ça répond aussi à une demande d'autonomie grandissante, développement de la confiance aussi, couplé aussi à une attention accrue à toutes les thématiques de bien-être, de mieux-être au travail et donc d'équilibre professionnel et personnel. Et c'est une demande des talents en général du marché, alors en interne, en externe, et aussi en particulier les plus jeunes. Donc c'est bien aussi d'en avoir conscience. Et ce qui change fondamentalement, c'est bien entendu derrière la manière dont on organise et on utilise son temps. En termes de bénéfices, je ne vais pas vous refaire la liste, on en a déjà parlé, mais on rentre dans l'image de marque, donc c'est aussi du branding, la capacité d'attraction, de rétention et un accroissement aussi, c'est un des éléments les plus importants de l'engagement des salariés hommes et femmes de l'organisation au travers de ces mécanismes d'empowerment et de confiance qui sont décuplés. Pour conclure ici, je dirais que la crise de la Covid a amplifié ces besoins de flexibilité, a montré l'importance de rester connecté, alors l'importance du digital pour aussi rester résilient dans ses opérations, mais elle a aussi montré, et c'est tout l'art de cet équilibre pro et perso, elle a aussi montré l'importance de rester en contact et aussi de continuer à se voir et d'être ensemble. Donc le télétravail, oui, 100% de télétravail, probablement non. Et du coup, c'est cet équilibre qui vient créer de la valeur dans ce type d'organisation. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous et je vais passer la parole à Marine. Merci Grégory, bonjour à toutes et tous. Je suis Marine Paliès et je suis responsable de l'inclusion et de la diversité chez Alliance Global Investors. Et pour ma part, je suis ravie de vous apporter mon témoignage sur le dispositif de place en crèche que nous avons mis en place au sein de notre succursale française il y a déjà maintenant 7 ans. Voilà, alors à l'époque, nous étions en 2014 et nous nous étions engagés dans une vaste initiative visant à améliorer la qualité de vie au travail et nous souhaitions entre autres faciliter la vie des parents de jeunes enfants et faciliter le retour au travail après un congé maternité, qui sont toujours des moments cruciaux dans la vie des femmes. À ce propos, une récente étude menée par l'Observatoire de la QVT et Great Place to Work a montré que 92% des femmes considèrent que l'obtention d'une place en crèche d'entreprise leur a permis un retour facile au travail après leur congé maternité. Inversement, pour les salariés ne bénéficiant pas de ce type de dispositif, 66% d'entre eux estiment que si leur entreprise les aidait à mieux équilibrer leur temps de vie, cela aurait un impact important sur la qualité de leur vie et santé au travail. Et 59% des salariés, donc à savoir eux ou leurs conjoints, disent être régulièrement bloqués chez eux au moins une fois dans l'année pour un problème de rupture du mode de garde. Et enfin, 65% déclarent arriver en retard ou devoir partir plus tôt que prévu pour cette raison. Voilà. Donc, à l'époque, après un sondage mené auprès de nos salariés et grâce au soutien de nos dirigeants, nous avons donc décidé de mettre l'accent sur le soutien à la parentalité en commençant par la petite enfance. Donc, notre projet a démarré de façon assez classique puisque nous avons mené une étude de marché, la réalisation d'un appel d'offres. Nous avons travaillé avec différents partenaires potentiels à l'analyse précise de nos besoins et aux différentes solutions qui pouvaient être envisagées afin de répondre à nos enjeux de qualité de vie au travail et de fidélisation. Compte tenu de notre implantation géographique dans Paris et des moyens de transport utilisés par nos salariés, à savoir principalement les transports en commun ou le vélo, nous avons rapidement écarté le système de crèche au sein des locaux de l'entreprise et opté pour un contrat avec un gestionnaire de places en crèche qui, lui, travaille avec un réseau de crèches partenaires, et ce afin de garantir à nos salariés donc la possibilité d'accéder
accéder à des crèches à proximité immédiate de leur domicile. Donc nous offrons aujourd'hui 23 berceaux à nos collaborateurs, mais leur attribution n'est pas automatique. Donc pour pouvoir être éligible à une demande de place en crèche, nous avons mis en place quelques critères, comme par exemple ne pas avoir obtenu de place en crèche via sa mairie, ne pas être soi-même ou son partenaire en suspension de contrat ou en congé parental. Et par la suite, afin de pouvoir prioriser les demandes au cas où celles-ci seraient plus nombreuses que le nombre de places attribuables, nous avons mis en place un scoring avec d'autres critères tels que un enfant en situation de handicap, une famille monoparentale, avoir des jumeaux ou avoir déjà un frère ou une sœur dans une crèche. Voilà, donc ça fait maintenant 7 ans que nos collaborateurs peuvent bénéficier de ce dispositif. Ils en sont bien évidemment tous extrêmement satisfaits. De la même façon que Grégory le mentionnait précédemment, c'est un véritable outil de motivation, de performance, de fidélisation. Et pour nous, entreprises, un moyen très concret de traduire nos engagements en matière d'équilibre vie pro, vie privée. Voilà. Avant de conclure, et pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans cette aventure, j'aimerais aussi partager avec vous quelques informations relatives au coût d'un berceau. Donc il faut savoir que souvent dans ce type de système, l'entreprise finance l'accès à une place en crèche, à la réservation d'un berceau, mais la participation financière des parents demeure identique à celle qu'elle aurait été pour une place en crèche municipale classique, à savoir calculée en fonction des revenus. En ce qui concerne l'entreprise, celle-ci bénéficie d'un crédit impôt famille, de déduction sur l'IS, ce qui fait qu'au final, le coût d'un berceau ne représente environ que 25% des dépenses engagées. Ce qui en fait un dispositif vraiment très intéressant et pour l'entreprise et pour les salariés, et je dirais même aussi bien pour les mères que pour les pères. Puisque finalement, nous avons pour la petite information, après avoir réalisé une étude sur les profils attribués, enfin les profils des collaborateurs ayant aujourd'hui des places en crèche chez nous, nous avons attribué autant de berceaux à des mères revenant de congé maternité qu'à des pères. Donc voilà, on a aussi un bel équilibre à ce niveau-là sur l'attribution de nos places. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile. Je vais passer maintenant la parole à Marianne. Merci Marine. Bonjour à tous, je suis Marianne Desroseaux, secrétaire générale chez Acofi Gestion, une entreprise d'une 40aine de collaborateurs déployant une activité de gestion de fonds de dette. Alors j'interviens aujourd'hui sur quelle action possible pour les SGP de taille modeste. Je vais commencer par un chiffre qui est 84%. C'est le nombre de personnes dont nous avons découvert qu'elles s'intéressaient au sujet de mixité dans notre entreprise. Alors, comme vous l'avez compris, chez Acofi, nous n'avons malheureusement pas de talent spécialiste ou de responsable inclusion et diversité, pas d'équipe RH dédiée, et nous étions plutôt convaincus que fort d'une équipe paritaire en termes de nombre d'hommes et de femmes et d'un fonctionnement managérial où le respect de chacun est plutôt vécu comme une valeur de l'entreprise, le sujet de la mixité était alors sûrement perfectible, mais naturellement plutôt bien traité. Jusqu'au jour où nous avons complété, je vous encourage à le faire, le questionnaire parité que l'AFG, notre association professionnelle, nous a transmis. Nous avons pris une petite claque. Nous avons constaté que le salaire des hommes était significativement supérieur à celui des femmes et que finalement, dans chaque instance décisionnelle, il n'y avait pas de femmes, sauf, bien sûr, dans les fonctions support. Alors finalement, nous nous révélions à l'image de ce que la presse nous délivre régulièrement. Alors, avec nos moyens, que je vous ai décrits, c'est-à-dire faibles, nous avons cependant décidé de nous relever les manches. Et alors, en premier lieu, nous avons décidé d'affronter la réalité, avec humilité évidemment, et de la partager en interne. On a, par le biais d'un questionnaire, interrogé les collaborateurs sur leur positionnement par rapport à la mixité et leurs attentes. Et c'est donc là qu'on retrouve le chiffre de 84%, c'est-à-dire que 84% d'entre eux se sont mobilisés pour répondre à ce questionnaire,
Alors, je dois dire autant d'hommes que de femmes. Et sur ces 84%, 100% se sont déclarés sensibilisés au sujet de la parité. Alors, ce qui nous a pas mal surpris, c'est que sur ces mêmes 100%, il n'y a que 53% des collaborateurs qui ont indiqué qu'ils pensaient ne pas pouvoir agir eux-mêmes en faveur de la mixité. Alors, nous avons créé un groupe de travail avec des collaborateurs de toute fonction, gestion, support, etc., et de toute ancienneté. Et nous avons essayé d'identifier ensemble les actions adaptées qui pourraient être efficaces dans notre typologie d'entreprise. On a identifié 4 niveaux d'action. Alors, incontournable, évidemment, la prise de conscience. À partir du moment où il n'y a que 47% des collaborateurs qui pensent devoir pouvoir agir pour la mixité, nous, on est convaincus qu'il y a 100% des gens qui peuvent agir pour la mixité dans l'entreprise. Ils peuvent agir au bureau, bien sûr, mais aussi quand ils quittent le bureau. Et alors, une petite anecdote, nous avons recruté, il y a quelques années, un directeur d'activité qui, tous les soirs, a l'habitude de poser son crayon à 18 h. Alors, on est en open space, il va sans dire qu'au début, ça casse les codes. Ça laissait son manager un peu perplexe. Mais en fait, ce collaborateur, il participe grandement à la mixité. Alors, d'abord, il participe à la mixité en permettant à son conjoint de déployer librement ses talents dans une autre entreprise. Et c'est très bien. Et puis, il montre aussi au sein de notre entreprise que cette façon de faire est possible. Et finalement acceptée après un moment de perplexité. Donc, il y a un changement de référentiel. Donc, on a décidé, en fait, pour sensibiliser chacun sur ses biais de comportement et nos stéréotypes de genre, d'organiser l'intervention d'un conférencier spécialisé sur ces sujets d'inclusion, avec à la clé, on l'espère, une prise de conscience que chacun porte individuellement la responsabilité de la diffusion de la mixité. Nous prévoyons aussi, comme cela se fait, je crois, souvent, un coaching individuel ciblé pour les femmes dont il apparaît que, compte tenu de certains freins, liés notamment au modèle social, cet accompagnement participe d'un levier dans leur développement de carrière. Ensuite, nous avons décidé d'intégrer la mixité de façon volontariste et irréprochable dans toutes les pratiques de l'entreprise, autant que faire se peut, bien sûr. Par exemple, les présentations commerciales, désormais, il y aura toujours une femme et un homme. On demande à ce qu'au moment des recrutements, soit systématiquement présenté un CV masculin et un CV féminin. Comme l'a dit Grégory, il est important de favoriser l'équilibre vie professionnelle et personnelle pour chacun des sexes. Et alors, on va aussi au quotidien, et on a déjà commencé à le faire, relever un peu systématiquement les petits travers que l'on constate. Une autre anecdote, c'est que, alors, comme tout le monde, nous travaillons aujourd'hui essentiellement en visio et sur Teams, et on avait mis en place un guide de bonne pratique, normalement, pour que la parole s'organise bien, de lever la main quand chacun veut prendre la parole. Et on s'est rendu compte que finalement, les femmes levaient la main et les hommes s'appropriaient plus naturellement la parole spontanément, et du coup, les femmes avaient assez peu l'occasion de prendre la parole. Donc voilà, c'est un biais qu'on a relevé. Enfin, nous avons alors décidé évidemment de déterminer les indicateurs pertinents pour suivre chez nous les progrès réalisés à court terme et évidemment moyen terme et long terme. Et enfin, puisque nous sommes dans un métier financier où les mécanismes incitatifs font partie de la culture de l'entreprise, nous réfléchissons à la mise en place dès 2022 d'incitations financières à 2 niveaux. D'abord, les managers verraient des indicateurs de mixité et plus généralement de RSE apparaître dans leurs objectifs personnels. Et ensuite, l'entreprise pourrait, avec l'accord des salariés, faire évoluer les mécanismes d'intéressement pour intégrer des indicateurs de mixité dans le dispositif. Nous souhaitons valoriser les réussites pour montrer que la mixité est une opportunité et non une contrainte, une norme imposée qui serait synonyme de coût et de lourdeur. Et Claire Gomard a largement développé dans la première partie tous les avantages et les bénéfices, l'impact de la mixité, notamment sur les résultats de l'entreprise. À la clé, on pense que cela va donner une nouvelle énergie à l'entreprise, un collectif plus intelligent, et que ce sera création de valeur, notamment par l'émergence de talents qui jusque-là pouvaient être en retrait. Il est intéressant de constater, j'en finirai là, qu'aujourd'hui, le fait même d'échanger sur le sujet, de bousculer les habitudes,
Et les règles, avec une prise de conscience des anciens biais, fait bouger le référentiel, sans même avoir encore complètement déployé notre plan d'action. Alors on se permet d'imaginer la suite avec beaucoup de confiance et d'enthousiasme. Et je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Je vous remercie. Merci Marianne, merci à tous pour vos interventions. On a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Un certain nombre de critères sont appliqués au sein des entreprises, mais qu'en est-il des seniors femmes? Alors là aussi, il y a une diversité senior, junior, plus que senior femme, senior homme. Il y a une diversité senior, junior qui fera aussi l'objet des travaux de ce groupe de travail. On a vraiment essayé là de faire des interventions pour lancer cette série de webinaires. Donc, rendez-vous a été pris par Marianne pour dans 5 ans, mais rendez-vous est pris, nous, bien avant cette date pour continuer à travailler sur ces sujets et à vous faire part de nos expériences. Vous l'avez vu, on a au sein de ce groupe de travail et des intervenants aujourd'hui des sociétés de toute taille et de toute typologie, et c'est vraiment ça qu'on avait essayé de démontrer, c'est que ça concerne tout le monde. Donc, j'espère qu'on vous a convaincu d'un certain nombre de choses. Par rapport à l'outil dont parlait Marianne et à son questionnaire qui sont fait passer en interne, sachez que l'AFG l'a récupéré, puisque Marianne a eu la gentillesse de nous le donner. On l'a un petit peu adapté, parce que notre taille fait qu'il était, notamment dans la présentation des gens, on a insisté sur l'anonymisation des gens pour que ça soit absolument impossible de savoir qui répond quoi à quelle question. Et on va déjà le passer à l'AFG et on vous le mettra aussi à disposition pour vous comme un outil. Donc, vous aurez déjà 2 outils. Un premier, c'est le questionnaire, ça c'est le constat. Puis le deuxième outil, c'est plus quel est le sentiment des collaborateurs. Donc, c'est déjà favoriser un diagnostic, c'est ce qu'on disait tout au début. Donc, merci pour ça. Avant de passer la parole à Mirella pour conclure, il est 52. Quels sont les prochains projets de votre groupe de travail? C'est une autre question qui est arrivée. J'ai répondu sur les seniors. Sachez que le questionnaire de cette année sera enrichi de quelques questions sur le handicap, qui est une autre source de diversité. Et là aussi, pour une société de gestion, c'est la construction de sa marque, de son image de marque. Et on sait combien la notion de marque est importante dans nos métiers. C'est aussi, et je pense aux plus petits d'entre nous, moi qui ai été patron d'une équipe ici à Paris de moins de 20 personnes, combien il est difficile de recruter des talents et combien il est illusoire de vouloir, si on ne travaille pas suffisamment sur la mixité, déjà se priver de la moitié de ses talents parce qu'on n'arrive pas à attirer des jeunes femmes, par exemple. On a insisté aussi sur un point, la mixité, ça ne veut pas dire féminisation à outrance, et on a été très clair et clair dans son intervention, a beaucoup insisté, c'est 30% de représentation d'un genre. C'est-à-dire que la mixité, c'est pas 100% de femmes. C'est vraiment un mélange pour avoir un mélange de culture et de notions de risque, notamment d'appréhension du risque. Voilà les points. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, le temps presse, il est 53, on s'est engagé à vous libérer à 10 heures. Je vais passer la parole à Mirella, qui nous fait le plaisir de conclure ce webinaire. Mirella, la parole est à toi. Merci Dominique. Je suis vraiment très honorée de faire la conclusion de cette journée. Je crois qu'on est tous convaincus que ce mouvement de mixité homme-femme est bien en route. Ça ne fait de doute pour personne et il faut qu'il continue ainsi. Notre industrie de la gestion a beaucoup évolué ces dernières années en termes de mixité. Il y a de plus en plus de femmes qui accèdent au poste de direction. Je suis bien placée pour le dire, mais si vous lisez la presse comme moi, vous voyez que même les plus grands acteurs de cette industrie évoluent dans ce même sens. Et donc, ce mouvement qui est lancé, il doit continuer. Et c'est pour cela que l'AFG a créé ce groupe de travail.
avec un objectif qui est très important au cœur de ce groupe de travail, c'est de démontrer que les diversités, et j'insiste sur le les diversités, aujourd'hui c'est la mixité homme-femme, mais les diversités en général sont une source d'opportunités dont tous les acteurs, quelle que soit leur taille, leur typologie, doivent se saisir. Dans nos investissements que nous faisons pour nos clients, nous sommes de plus en plus exigeants vis-à-vis des sociétés que nous ciblons pour ces investissements. Il est tout à fait naturel, si on veut être crédible, que nous-mêmes, nous devons d'être exemplaires dans cette démarche aussi. Et si on doit traiter ce sujet avec le plus fort engagement. Notre industrie elle-même est en très forte mutation. Et dans cette mutation, nous avons besoin de pouvoir attirer des talents venant de tous les horizons. Et ces horizons sont de plus en plus nombreux pour faire face aux challenges de notre industrie de demain. Et ça, c'est tout à fait nécessaire si on veut être en ligne et ressembler à la société au global, parce que nous avons comme vocation de gérer l'épargne de cette société. On ne doit pas être un acteur qui n'est pas représentatif de cette société. Et du coup, l'attraction et la rétention des talents est une de nos clés importantes de développement. Le groupe de travail qui a été initié est en train de trouver son rythme de croisière, et ça, malgré l'épreuve du confinement que nous avons eu tous à vivre, on voit que ça fonctionne très bien. Et nous nous préparons très activement au mois de juin pour proposer l'édition numéro 2 du questionnaire qui vous sera envoyé à tous les membres adhérents à l'AFG. Et j'insiste sur l'importance de ces réponses. Nous avons réussi dans l'édition numéro 1 à atteindre un grand nombre de salariés de notre industrie, mais nous avons encore des progrès à faire en termes de nombre de sociétés de gestion. Et comme le disait Dominique tout à l'heure, ce numéro 2 va avoir un questionnaire orienté sur la gestion du handicap, qui est également un thème très important dont nous devons nous saisir. Si nous revendiquons comme leader sur l'ESG, il est tout à fait important que nous soyons en mesure d'être leader en termes de diversité. Et encore une fois, j'insiste sur les diversités ES. Sinon, notre industrie se verra imposer des normes ou des mesures exogènes que nous avons déjà suffisamment à aujourd'hui pour ne pas avoir besoin d'avoir des mesures supplémentaires. Comme vous le voyez, notre objectif dans ce groupe de travail, c'est de faire bénéficier tous les membres de l'AFG de l'expérience de ceux qui ont pris de l'avance, peu importe pour quelles raisons, et de faire part dans ces groupes de travail et dans ces restitutions de leur expérience et de leur vécu sur ces sujets pour partager au plus largement avec tous les autres adhérents. Et nous voulons rester, bien sûr, sur un mode incitatif. Je tiens à vous remercier beaucoup de votre participation à cette journée, à cette rencontre en webinaire. Nous pouvons tous espérer que la prochaine fois, ce type de rencontre puisse se faire en présentiel. Ça sera certainement plus prône à l'échange. Et je vous remercie encore une fois pour votre engagement. Je remercie les participants à la préparation de cette journée et aux speakers pour la qualité de leur intervention, et nous espérons que la prochaine séance sera encore plus riche en expérience et en messages et en renseignements. Dominique? Merci Miala. Merci beaucoup. J'ai comme d'habitude
oublié de remettre mon micro pour parler. Donc merci pour ta conclusion. Je vous dis à tous à bientôt pour d'autres thématiques et un autre webinaire qu'on travaille actuellement, donc et qui sera avant le mois de juin. Passez une très bonne journée et il est 10 h, donc c'est l'heure à laquelle nous sommes engagés de vous libérer. Donc je vous souhaite une très bonne journée et merci à tous de votre attention et de votre engagement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.